fort. Juste une petite précision pour notre travail. À partir de vendredi, vous aurez sur le site fff.fr, comme on l'avait pour l'euro, jour par jour, tout notre programme. Et s'il y a des modifications, elles seront systématiquement sur ce programme. Donc à la page d'accueil fff.fr, médias, bleu, vous avez tout. Et le premier rendez-vous lundi, la conférence de presse devait être à 15h15. Je vous donne rendez-vous à 14h30 pour rebalayer un peu tout notre programme de préparation et préciser un certain nombre de choses sur nos conditions de travail. Voilà. Je crois que les télés souhaitent qu'on, Didier, redise les 30 noms préalablement. Oui ou non? Oui. Alors, on fait comme s'ils ne connaissaient pas. Allez. Ah bon, ils ne connaissent pas? Ils ne savent pas. Ils vont découvrir. Donc, alors la liste des 23 joueurs qui représenteront la France à la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014. Gardien de but, Michael Landreau, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseur, Mathieu Debuchy, Lucas Digne, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Bakary Sagna, Mamadou Sakho, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Johan Cabaye, Clément Grenier, Blaise Matuidi, Rio Mavuba, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Mathieu Valbuena. Attaquant, Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Loïc Rémy, Franck Ribéry. Et les 7 réservistes, Rémi Cabella, Maxime Gonalon, Alexandre Lacazette, Loïc Perrin, Stéphane Ruffier, Morgan Schneiderlein, Benoît Tremoulinas. C'est un peu difficile à prononcer. La première question, Olivier Le Folly, télé. Bonsoir. Et Lucas Digne ne compte qu'une sélection chacun. Dans quelle mesure c'est un risque ou pas d'ailleurs de les emmener en phase finale de Coupe du Monde? Les risques ils peuvent être avec un joueur aussi qui a 30 ou 50 sélections. Évidemment, un joueur qui n'a pas d'expérience, pour qu'il puisse en acquérir, c'est lui donner du temps de jeu et qu'il ait l'expérience d'une grande compétition. Pour certains d'entre eux, ça va être la première. Donc ça doit leur permettre aussi pour le futur de se préparer, même si en tant que sélectionneur, on laisse un peu plus de marge à l'erreur par rapport à un joueur qui a peu d'expérience par rapport à un autre joueur qui a déjà un vécu et plus de sélection. Mais ces joueurs ces deux-là et d'autres qui ont peu de sélection, ils ont aussi autour d'eux des joueurs qui ont déjà un vécu, qui ont déjà joué plusieurs compétitions, qui ont accumulé de l'expérience, ce qui permet d'avoir un groupe équilibré. Vincent Deluc, l'équipe. Oui, Didier, les 23 étaient parmi les 24 de France-Pays-Bas. Bon, tu l'avais déjà un petit peu laissé entendre finalement dans quelques phrases, si on les reprend. Mais est-ce que ça veut dire que rien ne peut te faire changer d'avis, ou est-ce que ça veut dire que tu sais depuis longtemps où tu vas? Je sais depuis longtemps qu'on va aller au Brésil. Enfin, depuis le 19 novembre, mais je connais le groupe de joueurs, même si, pour reprendre une expression bien à vous, j'en ai brassé pendant 2 ans. Évidemment, beaucoup plus dans la période où on a eu la tournée en Amérique du Sud, où j'en ai laissé certains volontairement aussi à la maison pour en voir d'autres. Mais avec mon staff, on les connaît, sur les footballeurs bien évidemment, mais aussi sur le plan humain. Donc aujourd'hui, je suis dans une logique sportive, en sachant que je ne fais pas une liste pour 3 jours ou pour 10 jours. Et c'est pas la même chose, parce qu'on est parti pour être au minimum, et j'espère plus, 5 ou 6 semaines. Donc évidemment, de bien connaître les joueurs, c'est une chose, de bien connaître les hommes, ça nous permet de mieux appréhender et d'avoir une image bien précise sur chacun d'entre eux. Grégory Novak, Canal+.
Didier, pour décider d'annoncer 23 plus 7 noms, vous avez évoqué notamment le facteur humain. Quel a été le poids du passé, notamment les listes de 98 et de 2008? Est-ce que ça a compté dans votre réflexion? Oui, c'est l'expérience qu'on appelle. Je l'ai vécu en tant que joueur, pas en tant que sélectionneur, puisque je le suis depuis 2 ans. Mais j'ai été toujours convaincu au fond de moi que il y a la logique sportive. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et la logique humaine qui est de faire les 23. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est la moins mauvaise, parce que ça me permet d'avoir 23 joueurs qui sont aujourd'hui concernés et qui se préparent avec un état d'esprit pour aller jouer cette compétition. Après, dans le deuxième temps, les 7 réservistes, qui sont aujourd'hui réservistes, ils le seront officiellement, je vous le rappelle, le 2 juin. Je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici le 2 juin. Laisser ces joueurs-là dans la nature, certes avec un programme athlétique, qui suivent ou qui ne suivent pas, mais avec pratiquement l'impossibilité de toucher le ballon, c'était prendre des risques sportifs trop élevés si à un moment j'ai besoin l'un d'entre eux. C'est pour ça que j'ai décidé de les incorporer dans la première partie du stage jusqu'au 28, c'est-à-dire le lendemain de notre premier match amical contre la Norvège. Et dans le pire des cas, si entre cette date-là et la date limite pour la FIFA, c'est-à-dire le 2 juin, il reste 4 jours, au moins ces joueurs-là auront fait une préparation, ils auront fait des entraînements, ils auront fait les tests physiques et ils auront vécu avec ce groupe-là au moins pendant une semaine, et c'est quelque chose qui est important parce qu'on ne sait jamais, je le répète, j'espère que tout se passera bien pour les 23 que j'ai déjà sélectionnés, mais dans le cas où, c'est important d'avoir des réservistes qui puissent être à la hauteur. On ne sait jamais les impondérables qui peuvent survenir. Oui. Bonsoir Didier, j'ai une Là. double question sur 2 absents de marque. Ces derniers temps, Samir Nasri s'est montré un petit peu expansif dans la presse. Est-ce que ça vous a agacé de le voir se répandre comme ça dans la presse? Et est-ce que le fait d'écarter Eric Abidal a été la décision la plus douloureuse humainement pour vous, de par son passé bien évidemment? Que ce soit Samir ou d'autres joueurs, ils ont la liberté de parler, de dire ce qu'ils veulent. Je n'ai pas de problème avec ça. Je peux lire, je peux entendre. C'est pas par rapport à ce qu'ils peuvent dire ou ce que vous pouvez dire ou écrire aussi. J'ai ma propre conviction avec mon staff parce que je les ai eus. C'est des joueurs que j'ai eus pendant des périodes, que ce soit 3 jours, 10 jours, plusieurs fois. Donc j'ai ma propre conviction. C'est pas le fait de s'exprimer qui va me faire pencher la balance du côté positif ou du côté négatif. Que ça soit Samir ou n'importe quel autre joueur. Après, vous pouvez faire entre guillemets la publicité plus pour certains que pour d'autres, pousser plus que certains que d'autres. Ça fait partie du jeu. Après, moi, j'ai mon intime conviction et ce que je pense au fond de moi, c'est toujours ça qui prend le dessus. En ce qui concerne Abi, oui, j'ai des décisions importantes lorsque je fais des choix. Humainement, je l'ai déjà dit et je le répète ce soir, je sais que je fais des heureux, mais je fais beaucoup de malheureux et de mécontents. Mais Abi, oui, c'est un cas à part. Humainement, c'est certainement la plus difficile, de par ce qu'il est, ce qu'il a traversé, parce que j'ai été aussi à un moment, je lui ai donné un espoir lorsque je l'ai repris, en lui disant, il le sait, que si je le reprenais, c'était pour m'appuyer sur lui. Alors certes, il avait un niveau de compétitivité en début de saison qui ne portait pas à discussion. Ce n'est pas le cas ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et par rapport à ça, il y a aussi un peu l'historique des joueurs qui a statut, parce que c'est un joueur qui a statut, qui a un vécu. Quand vous avez, entre guillemets, 100%, vous êtes acteur, voire capitaine, vous jouez, et vous vous retrouvez, certes, dans un groupe, mais sans jouer. Je suis convaincu que ce n'est pas une bonne chose. Et ajouter à cela le fait aussi de pouvoir préparer ce qui nous attend aussi derrière,
C'est pour ça que j'ai choisi aussi un joueur comme Eliakim, qui a été très bon le match contre les Pays-Bas, qui est certes beaucoup plus jeune, qui a moins d'expérience, mais ça doit lui permettre aussi et doit lui servir pour les échéances futures. Daniel Degore, l'équipe. Oui, Didier. Sur les 20 joueurs de champ, il y en a 3 qui ont très peu joué depuis le dernier rassemblement. Rio Mavouba, Loïc Rémy et Clément Grenier, notamment à cause de blessures. Ce sont des joueurs, on ne sait pas trop où ils en sont physiquement aujourd'hui, notamment Loïc Rémy et Clément Grenier. Est-ce que les 8-10 premiers jours vont te servir à les jauger un peu et éventuellement à les remplacer par l'un des 7 réservistes? Je pars pas avec l'idée de les remplacer. Aujourd'hui, il y a des temps de jeu, il peut y avoir des blessures qui se produisent en début de saison. Voilà, on va avoir une image de chaque joueur qui est sélectionné, et là j'annonce sur les 30, avec des temps de jeu, les périodes où ils ont été blessés par rapport à l'accumulation de fatigue ou pas. Donc on adaptera aussi la préparation par rapport, elle sera pratiquement individualisée. Mais je suis pas là, on n'est pas parti avec mon staff pour faire une préparation chargée. Évidemment, il y aura de la charge de travail, mais des joueurs qui arriveront déjà en décalage, les premiers arriveront le 19, il y en a d'autres qui arriveront le mercredi soir, puis les 2 derniers arriveront beaucoup plus tard en ce qui concerne Karim et Raphaël, puisqu'ils nous rejoindront le 28 au soir. Après, si j'ai des éléments qui me font penser que ces joueurs-là ont un souci et qui ne peuvent pas être aptes et à 100%, les réservistes sont là pour ça aussi. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'ils viennent là, mais si ça va pas, je les change. Dominique Sévrac, le Parisien. Didier, bonsoir. Bonsoir. 2 questions. Il y a 11 joueurs sur les 23 qui n'étaient pas à l'Euro 2012. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce renouvellement? Et la deuxième question, c'est parmi les réservistes, il y a 3 joueurs qu'on n'a jamais vus en bleu. Est-ce que vous pouvez me donner un mot sur Schneiderlin, celui sûrement qu'on connaît un peu le moins? 11, c'est ça qui n'était pas là. Alors je vais vous faire une autre référence, puisque on dit souvent que Aimé Jacquet a préparé 98 en 96. Vous savez combien de joueurs étaient présents en 98 et en 96? À peu près pareil, une dizaine. Voilà, il y a du changement. Après, quand il y a un changement de sélectionneur, là c'était pas le cas. Ça peut arriver qu'il y ait des joueurs qui évoluent pas comme on le souhaite, d'autres qui se révèlent. Voilà, l'important, c'est d'être performant. C'est beaucoup? Oui, ça peut. Quand j'ai pris ma fonction il y a 2 ans, je vous l'avais dit, des joueurs qui avaient 50 sélections, quand vous avez 50 sélections, c'est que vous avez un vécu. Il y a 12 matchs à peu près par saison. Ça fait le joueur qui est là, au moins, sur 5 ans, qui est là régulièrement, quoi. Mais moi, j'avais énormément de joueurs entre 0 et 20. Et plus dans la première dizaine que dans la deuxième. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont venus, qui ont joué, qui n'ont pas joué, et ça a changé. Il n'y a pas eu d'équipe type ou des joueurs, peut-être comme sur des générations comme il y a eu en 82, qui étaient là. Il y en avait peut-être 15, 16, 17, 18, ou ma génération aussi, qui pendant 4, 6 ans, 8 ans, vous arrivez à un compteur à plus de... où vous rapprochez de la centaine, où vous dépassez largement les cinquantaines. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins. Donc voilà. Après, ce qui ne veut pas dire que ces joueurs-là vont être absolument présents à l'Euro de Micelle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais quand je les sélectionne aujourd'hui, c'est en pensant aussi à cette échéance-là, tout en considérant aujourd'hui qu'ils sont compétitifs et qu'ils peuvent apporter déjà aujourd'hui quelque chose à ce groupe. 2 questions à gauche, là. La deuxième? Pardon. Oui, qui est peut-être méconnu du grand public, parce qu'il ne joue pas dans un club anglais qui est toujours télévisé en prime time ou l'après-midi, mais c'est un joueur qu'on suit depuis plusieurs mois. C'est pas forcément moi ou Guy Stéphane, mon adjoint, qui nous déplaçons. On le fait voir, on l'a suivi. C'est un joueur qui est sur 2 très, très bonnes saisons. Il est performant, il est capable
Il est dans un registre milieu relayeur, avec beaucoup de volume, beaucoup de justesse. Et il marque quelques buts aussi, il est capable de se projeter. Donc je ne sais pas s'il restera à Southampton. C'est possible qu'il soit amené, lui, à bouger, comme certains autres joueurs. Mais voilà, c'est un joueur qui a connu les sélections de jeunes aussi, qui n'est pas dans le paysage médiatique par rapport aux clubs plus huppés, qui sont beaucoup plus télévisés, et que le grand public, ou peut-être même vous, journalistes, vous n'avez pas forcément l'occasion de voir. Mais on a accès à tout, et sur la bonne cinquantaine de joueurs qui étaient sélectionnés, on les a tous suivis régulièrement chaque week-end, et encore plus attentivement depuis le dernier match contre les Pays-Bas. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vos joueurs vont vivre ensemble pendant 1 mois et demi. Plus, peut-être. Oui. L'harmonie dans le groupe sera forcément important pour la performance sur le terrain. Les joueurs avaient tiré le groupe vers le bas il y a 4 ans. Avez-vous des garanties qu'ils tireront le groupe vers le haut cette fois-ci ? Encore il y a 4 ans. Alors je vous le répéter encore une fois. Il s'est passé ce qui s'est passé, personne ne pourra l'effacer, c'est indélébile. Moi je ne suis pas là pour préparer la Coupe du Monde 2014 en me disant oui mais il y a 4 ans il s'est passé. Aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où on a une Coupe du Monde au Brésil qui nous attend, et de partir avec les meilleures intentions. Évidemment que de vivre pour un match amical 3 jours, pour une double confrontation 10 jours, et là partir au minimum pour 5 ou 6 semaines, c'est pas la même chose. Et sur un plan humain, évidemment, de vivre tout le temps aussi longtemps, avec des caractères, des personnalités, chaque jour qui passe, avec des joueurs qui jouent, des joueurs qui vont peu jouer, des joueurs qui vont pas jouer, je sais pas lesquels, mais il y en a qui joueront pas. Forcément, ça demande une harmonie, un côté aptitude à vivre ensemble, et surtout de passer avant tout l'intérêt collectif. Ils ont tous envie d'être importants, et si je les ai sélectionnés aujourd'hui, ils sont tous importants. Même celui qui jouera pas du tout, il y en aura peut-être plusieurs, mais ils seront importants dans le groupe. Et on veillera avec tout mon staff, faire en sorte de perdre personne, parce que c'est difficile, et je sais de quoi je parle quand vous êtes sélectionné et que vous jouez pas, vous n'êtes pas actif, vous n'êtes pas sur le terrain. Mais c'est pas pour autant que j'ai la prétention de dire qu'il ne va rien se passer. Il peut se passer, il va se passer. J'espère qu'il va se passer des choses, mais des choses positives. Parce qu'on est là pour vivre des émotions, pour faire vibrer des gens aussi, et pour nous aller au bout de nos intentions. Oui, Didier. Bonsoir, Axel Capron, sports.fr. Tu disais de Samir que ça se voyait quand il n'était pas content d'être remplaçant. J'ai dit ça se sent et ça se ressent. Ça se sent et ça se ressent dans le Vous avez retenu que ça, mais j'ai dit des choses aussi avant. Oui, mais est-ce que ça veut dire que ta décision, tu l'as prise très tôt finalement, ou est-ce que tu as quand même hésité au regard de sa fin de saison ? Je vous l'ai dit depuis le mois de mars, le dernier match, je ne suis pas sur la forme du moment. Parce qu'une saison, elle est sur 10 mois. On peut avoir une dernière impression sur un dernier match, c'est la vérité d'un match. Alors on retient plus celle-là que celle qu'il y a eu il y a 3 mois ou il y a 4 mois, ce qui ne veut pas dire que Samir n'a pas été performant avec son club il y a 3 mois ou il y a 4 mois ou il y a 6 mois. Tu as retenu la fin de ce que j'ai dit. J'ai aussi parlé en tout premier lieu que c'était un joueur de qualité, et il a beaucoup de qualité, mais qu'aujourd'hui, ses performances en équipe de France, elles ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec Manchester City. Et au fait, du statut. Il est important là-bas, il a un statut de titulaire. En équipe de France, ce n'est pas le cas. Et par rapport à ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas le seul joueur qui est dans ce cas-là. Et j'ai des joueurs sélectionnés qui sont titulaires dans leur club, et qui sont même capitaines, et qui peuvent se retrouver dans un rôle de remplaçant en équipe de France. C'est pas facile à vivre, plus pour certains que d'autres. J'ai une bonne dizaine de questions encore, on va essayer de faire un peu plus vite. D'accord, je raccourcis. Jérôme Sillon, RMC BFM. Bonjour Didier. Bonsoir. Le profil des réservistes, 3 d'entre eux n'ont donc pas la moindre sélection. C'est plus facile de leur faire comprendre qu'ils seront donc réservistes, qu'ils n'iront pas au mondial. C'était le profil aussi, c'était important.
Et quand on fait des choix, on pense un peu à tout. Maintenant, c'est pas facile. C'est pas la meilleure place, mais eux, ils sont là. Il y en a d'autres qui pouvaient y être. Qui soient pas ravis à 100%, bien évidemment, mais c'est des joueurs, on ne sait jamais ce qui peut se passer, qui peuvent s'y retrouver aussi dans la liste de 23. Après, c'est plus le profil des joueurs, le poste qu'ils occupent, la polyvalence aussi, parce que même si j'ai la possibilité d'avoir 7 réservistes, je ne peux pas couvrir tous les postes. Donc il y a des choix aussi, mais évidemment, comme ils vont vivre avec nous, il y a certains joueurs, si je ne les ai pas pris dans les 23, pour moi, c'était inconcevable que je les prenne en tant que réserviste, parce qu'ils ont déjà un vécu en équipe de France, ou ils sont déjà venus avec moi, je ne peux pas les faire passer du côté des réservistes. Donc j'ai fait des choix aussi en fonction de ça. Mohamed Ali, France. Bonsoir. Oui. Bonsoir Didier. Ou Gaël Clichy, par exemple. Il y en a plusieurs. Oui. Pardon, j'ai perdu le fil. Ici. Ah oui, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Alexandre Lacazette a réalisé une très bonne saison. Visiblement, ça a été vu. Vous l'avez retenu. Il est dans la liste des 30. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à le mettre dans la liste des réservistes? Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est à propos de Dimitri Payet. Qu'est-ce qui lui a manqué pour être de cette liste? Là, vous me demandez des choses, c'est comparer des joueurs. Évidemment, il y a eu des discussions et il y a eu des choix plus difficiles par rapport entre deux joueurs au même poste. Mais en ce qui concerne Alexandre, s'il est là, c'est que j'ai confiance en lui. Certes, il n'est pas dans les 23, mais il est dans les 30. Après, ça peut se jouer des fois à peu de choses. Et ceux qui y sont pas, parce que j'estime que ceux qui y sont, ils ont quelque chose en plus. Que ce soit par rapport à Dimitri ou d'autres. Guy Truc. Bonsoir Didier. Oui. Tu m'avais demandé de te reposer la question il y a quelques mois. Je ne sais plus laquelle, tu m'en as posé tellement. Oui. Toute la twittosphère est suspendue à tes lèvres. Les Bleus auront-ils le droit de tweeter pendant la Coupe du Monde? Je ne peux pas te répondre aujourd'hui. Encore? Non, mais avant les joueurs, ils apprennent ceux qui sont sélectionnés là, mais je ne vais pas vous parler de quelque chose avant que je leur ai parlé directement à eux. Mais j'ai bien réfléchi depuis, donc je vais d'abord leur annoncer, mais vous saurez. Après que le sachent de ma propre voix. Rodolphe Gaudin, France 2. Didier, oui. Excuse-moi, juste pour revenir, je pense peut-être une dernière fois sur le cas Samir Nasri, j'ai bien compris que comme remplaçant, Samir Nasri n'était peut-être pas le joueur idéal à tes yeux, mais il y a beaucoup de choses qui... C'est la fin, ça. C'est la fin, mais c'est déjà pas mal, j'ai retenu au moins ça. Oui, il y a beaucoup de choses, Didier, qui se disent sur Samir Nasri. Alors, moi, je sais pas, moi, comme mes collègues, on aimerait peut-être savoir quelle est la part du fantasme ou de la réalité. Est-ce que, au niveau de son état d'esprit, est-ce qu'il n'a pas fait beaucoup de rassemblements sous ta direction? Est-ce qu'à un moment, l'histoire a déraillé? Et si oui, à quel moment? Sur son état d'esprit, uniquement. Je te parle. Vous voulez tout savoir, je sais bien. Mais savoir un minimum, il y a tellement de choses qui se racontent. Lui passe son temps à défendre après, le cas de toute façon, que je dise quelque chose ou que je dise pas, de toute façon, vous êtes libre d'interpréter ou de... Voilà, là, je vous dis quelque chose de concret. Je vais vous prendre 3 aspects. Bon, tu retiens le dernier. Libre à toi. Après, Samir... Je ne vais pas faire toute la conf sur lui. Je l'ai eu sur 7 rencontres, 4 rassemblements. Voilà. Je l'ai vu rentrer, je l'ai vu débuter, je l'ai vu ne pas jouer. C'est tout. Comme d'autres joueurs, peut-être plus, peut-être moins. Voilà. Je ne vais pas après rentrer dans des considérations, il paraît, il semblerait. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, je vous laisse libre de pouvoir interpréter, et même si j'avais rien dit, vous aurez interprété de toute façon. Donc. Là-haut, je crois qu'il y a tout au sport, non? Ciao Didier. Ciao. Bonjour. Oui. Ma question sur Paul Pogba. Oui. Il peut être un des étoiles de cette Coupe du Monde. Il devait être l'étoile du Mercato. Au contraire, la Juventus vient de dire qu'il est intransférable. Il a dit qu'il veut rester. Est-ce que c'est une chose qui est très bien pour toi, comme ça, un joueur qui pouvait être vraiment dans tous les rumeurs, il va être tranquille? C'est dangereux, ça. Quand un club dit qu'un joueur est intransférable, en général, c'est que le prix il augmente très très haut, quoi. Mais pour toi, ça serait c'est mieux. comme un président qui dit non, mon entraîneur, j'ai confiance en lui.
c'est là où il faut commencer à se dire, oula. Oui, mais attention, le parce vent que tourne. Les précédents fédéraux, Non, je connais le club où il est, donc qui tiennent à lui, je le sais. J'ai pas eu besoin d'attendre la confirmation. Je sais que la Juventus tient énormément à Paul Pogba. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité, qui a fait une très bonne saison avec la Juventus. Il peut être amené à bouger. Aujourd'hui, il a fini sa saison. Enfin, il la finira, mais elle est finie pour eux. Avec la Juventus, voilà, il va venir dans un groupe pour préparer une Coupe du Monde. Est-ce qu'il a l'esprit libre ou pas? Je connais suffisamment Paul. Quand il est sur le terrain, il pense surtout à jouer, à gagner et à être le meilleur possible. Après, c'est pas dit que lui ou d'autres joueurs, il y ait des sollicitations, quelques appels de conseillers, voire d'autres, et qui peuvent être amenés à devoir changer de club. Pendant la compétition, certes, ils ne pourront pas s'échapper et signer un contrat, mais il peut y avoir des accords qui peuvent être passés. Mais bon, je pense que là, on va pas faire une balade ou une promenade ou un mois et demi au Club Med, quoi. On joue une Coupe du Monde, quoi. Et on représente son pays, donc les joueurs, ils sont suffisamment conscients, ils doivent être suffisamment compétiteurs pour se focaliser uniquement sur ce qui nous attend, pardon. Je crois reconnaître la grande surface. Oui. Ouais. C'est ça. Juste une petite question, c'est un thème un peu plus léger, mais bon, il a quand même peut-être son importance. Je ne sais pas si vous avez lu il y a quelques semaines, Safet Susic a interdit aux femmes et aux compagnes des joueurs de la Bosnie de les accompagner, puisqu'il pense que les activités sexuelles nuisent aux résultats sportifs. Les Ghanéens, c'est pareil, et Scolari va surveiller les Brésiliens. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ces théories-là, de ces trois sélectionneurs, et est-ce que les Bleus vont aussi devoir faire ceinture comme les Bosniens pendant la Coupe du Monde ? Vous avez des questions passionnantes. Hein. Mais c'est une vraie info, c'est des interviews qu'ils ont... Je sais pas, j'ai pas lu. Non mais c'est une vraie info, hein. C'est-à-dire que... oui, je suis pas médecin, moi je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Quoi. Je suis sélectionneur. Quoi. Maintenant, les femmes des joueurs français, il y en a qui viendront au Brésil et ils pourront voir leur mari. Et s'il y a des enfants, ils pourront voir leur papa. Voilà. Non, farfelu, c'est pas... Tout dépend quand, comment, combien, je sais pas. Tout dépend où tu places le curseur, quoi. C'est pour tout pareil, quoi. Hein? Bon, alors si Scolari le dit... Damien Degord, l'équipe. Ouais, Didier, je voudrais revenir sur les transferts. Est-ce que les joueurs seront dans l'obligation d'avoir réglé leur cas avant le départ au Brésil? Ou est-ce qu'ils pourront, il y a 3 semaines, ou est-ce qu'ils pourront avoir des contacts avec leurs agents et puis... À moins que j'interdise en plus du problème Twitter et autres, les téléphones, toutes les tablettes. Ça peut brouiller un peu la concentration des joueurs. On est dans un monde aujourd'hui... Avant, il y avait le téléphone de l'hôtel. Je pouvais peut-être à la limite condamner les lignes téléphoniques. Mais là, voilà, je ne vais pas les couper. Je ne veux pas qu'ils soient coupés du monde extérieur. Après, c'est à eux de faire la part des choses. Évidemment que c'est mieux qu'ils soient tous dans la tranquillité. Mais je sais très bien que ça ne sera pas le cas. Et il y en a qui régleront leur cas peut-être ou leur situation après la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous savez, c'est plus des fax. Vous renvoyez avec les tablettes, les contrats, ils se signent aussi. Donc voilà, s'il s'agit... Voilà, ça peut. L'idéal, c'est que tout le monde soit tranquille, mais évidemment qu'il y a des joueurs qui sont aujourd'hui qui sont concernés. Peut-être certains qui ne le sont pas, qui peuvent le devenir parce que leur président a envie de les vendre aussi. Donc voilà, mais c'est valable pas que pour nous, joueurs français, c'est valable pour toutes les sélections. Oui. Bonsoir, le petit journal de Canal+. Ah, oui. Didier, pensez-vous, comme Michel Platini, que les manifestants brésiliens doivent faire un effort et attendre et se calmer pendant 1 mois jusqu'à la fin de la Coupe du Monde? Je suis pas Michel Platini, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Une Coupe du Monde, c'est la fête du football, donc on espère qu'elle soit la plus belle possible. Après, on peut pas mélanger et ignorer totalement les problèmes sociaux qui existent au Brésil. Mais j'espère que tout se passera très bien et que ce soit une véritable fête pour le peuple brésilien, mais aussi pour tous les
les nombreux supporters des autres pays que va accueillir le Brésil. Didier, bonsoir. Quels sont les objectifs de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde? Le premier, c'est de gagner le premier match. Ah oui, mais non. Donc on a le premier rendez-vous, après la période de préparation et les 3 matchs amicaux, Honduras, 15 juin, 16h. Voilà. Et après, il y en a d'autres. Mathieu Delattre, Planète Foot. Attends le micro, s'il te plaît. Ah ouais. Voilà, il est là. Merci. Didier, par rapport tout à l'heure à ton explication de la liste 23 plus 7, en cas de pépin et de gros coup dur après le 2 juin, est-ce que tu t'autorises le droit d'appeler quelqu'un d'autre ou vraiment un des 7 réservistes? La FIFA le permet. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Ben, la FIFA le permet. Dans l'idéal, si je fais des réservistes, c'est justement, si je vais en prendre un autre à l'extérieur, ça veut dire que je vous ai pris réserviste, mais vous ne serez pas en tant que réserviste. Donc, normalement, non. Après, je ne sais pas le cas de figure, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais il y a cette... C'est étrange, je ne sais pas si c'est étrange, si c'est le mot juste, mais oui, on a cette possibilité-là. Mais je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi, mais le fait d'avoir cette possibilité-là m'a interrogé, oui. Didier, vous nous avez annoncé les 23. Est-ce que vous avez déjà les 11 en tête? On va aller 15 juin. Hein. C'est dans un mois. J'ai pas les 11 qui vont débuter contre la Norvège déjà. Donc, mais maintenant, on sort de 2 ans avec des matchs. Je sais comment on va jouer, même si c'est pas figé, un système. Après, le choix des joueurs, il peut avoir, oui, toujours 1-2 interrogations, à condition que tout le monde, les 23 qui sont là, soient 100% et disponibles. La dernière question pour Mohamed Ali, France O. Didier, il y a une finale de Ligue des Champions où 2 joueurs français participent, à savoir Karim Benzema et Raphaël Varane. Et voilà, c'est plutôt une bonne chose qu'ils participent à quelques jours d'un match amical important. Ou match vous craignez le match français-Norvège. On en a eu un. Non, mais ils joueront pas le match contre la Norvège, puisqu'ils nous rejoignent le 28. Donc on l'aura déjà joué. Ils le regarderont peut-être à la télé, mais je leur laisse ces 4 jours. Comme moi aussi, on m'a laissé la possibilité, avant 98, après une finale de Champions League perdue, de souffler un peu, quoi. Non, mais c'est une bonne chose. Mais ils jouent un titre important pour eux. Voilà, ils auront une préparation un peu plus courte. On adaptera aussi, donc c'est pas quelque chose de négatif, parce qu'ils vont basculer sur autre chose très vite derrière, quoi. Alors, juste un petit mot sur Raphaël Varane, parce qu'il fait partie justement avec Lucas Digne d'une génération qui monte. Hein, et en tout cas, vous avez fait le pari de ce joueur-là. Je n'ai pas fait un pari. Je ne suis pas là pour faire des paris. Après, tout le monde peut avoir une analyse sur un joueur qui est différente. Là, on parle de Raphaël Varane, qui est un peu plus de 20 ans, qui joue au Real Madrid depuis 2 saisons, certes, avec une blessure importante cet hiver, mais voilà, on n'est pas dans un club comme le Real Madrid à 20 ans et jouer par hasard, quoi. Merci à tous et merci à TF1 Merci. pour son accueil.